Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Alors, aujourd'hui, que puis-je vous dire, que puis-je vous raconter, si ce n'est ce que vous avez déjà pu constater par vous-même du fait que de plus en plus, eh bien, aujourd'hui, on parle d'insécurité, de délinquance, et même certains s'amusent à dire que finalement, depuis quelque temps, eh bien, la violence, la délinquance, la criminalité explose. Comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, en réalité, en ce qui concerne les chiffres officiels, je dis bien officiels, il n'y a pas d'explosion à proprement dit de la délinquance ou de la violence, même si l'année 2019 a été une année plutôt faste, on va dire, en matière de statistiques, mais si on regarde sur les 20 dernières années, par exemple, on se rend compte qu'en effet, il y a une baisse notoire d'un ensemble de crimes qui concernent plus spécifiquement, les biens, c'est-à-dire tout ce qui est vol, destruction de biens, etc., c'est le fait aussi de l'évolution aussi de ces biens, c'est-à-dire que les biens sont plus sécurisés, les biens sont de moins en moins faciles à voler ou à détruire de par des processus ou des systèmes de sécurité ou de surveillance. Un des exemples les plus flagrants était évidemment la voiture. C'est vrai qu'aujourd'hui, il est plus difficile de voler une voiture que ce ne l'était il y a peut-être encore 20 ou 30 ans, même si aujourd'hui, le vol de voiture est toujours assez important, mais est de plus en plus ciblé sur un certain type de modèle qui constitue pour la majeure partie des modèles qui vont se retrouver dans des marchés parallèles et souvent des véhicules d'ailleurs qui sont revendus soit dans certains pays européens, voire même dans des pays d'Afrique. Mais en ce qui concerne la délinquance, en ce qui concerne les violences, si l'année 2019 en effet a vu une progression et l'année 2020 également continue à avoir cette progression, en réalité on est très loin quand même de cette illusion que certains veulent essayer de donner, c'est-à-dire une explosion. En revanche, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tout d'un coup on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'agressions, de vols, etc. Tout simplement parce que le vol plus difficile à être commis sur des biens ou sur des voitures ou sur des cambriolages, etc., vu qu'ils sont de plus en plus difficiles à être commis de par la technicité, de par les équipements qui aujourd'hui sont ceux de maisons, de voitures ou d'autres biens, eh bien on agresse plus directement maintenant les propriétaires. C'est-à-dire qu'au lieu d'essayer de voler le véhicule en l'absence des propriétaires, eh bien maintenant on a des individus qui pratiquent le vol en présence, en séquestration des propriétaires. Donc ça augmente évidemment le niveau de criminalité, le niveau d'agression sur des personnes. Et puis le fait est aussi, c'est que la situation sociale, la situation économique, évidemment, ne s'arrange pas. Et que c'est bien connu que toute situation économique difficile engendre souvent des augmentations de délinquance ou d'actes criminels, sans parler de ce que l'on appelle aujourd'hui les incivilités, une façon assez maladroite, on va dire, de la part des autorités, et plus particulièrement du président de la République, d'essayer de cacher, de camoufler un petit peu le niveau de ces agressions. Non, en réalité, il faut prendre aussi en considération un fait qui me paraît important, c'est que la criminalité, si elle a ses oscillations, en effet, elle est moins importante que dans les années 90 aujourd'hui, du fait de ce que je viens de vous expliquer. En revanche, il y a deux choses qui sont quand même à prendre en ligne de compte et qui malheureusement, lorsque certains experts s'expriment sur la question dans certains médias, eh bien, ont une fâcheuse tendance à oublier volontairement ou involontairement ces deux aspects non négligeables. Le premier aspect, eh bien, c'est tout simplement l'Internet. Et oui, l'Internet aujourd'hui est tellement développé, tellement démocratisé qu'aujourd'hui, la population a beaucoup plus accès à l'information. Et donc, de par certaines informations qui sont émises par un certain nombre de sites, alors pour les sites évidemment, certains s'amuseront toujours à dénoncer les sites d'extrême droite qui jonglent avec les peurs, il n'empêche que ça fait partie du jeu. C'est-à-dire que quand on a aujourd'hui un outil comme Internet qui permet à des multiples personnes de créer des sites d'information, eh bien forcément, s'il y a une idéologie derrière,
ces informations, elles sont émises, elles sont parfois étayées d'articles de journaux locaux, et de ce fait, les gens prennent beaucoup plus en plein visage cette problématique des sociétés aujourd'hui occidentales, des sociétés modernes, que sont les niveaux de criminalité, les fréquences d'actes criminels dans nos sociétés. Ça, c'est un premier paramètre, c'est-à-dire l'accessibilité à l'information. C'est-à-dire que l'information aujourd'hui est beaucoup plus diffusée qu'elle ne l'était il y a encore 10 ou 20 ans. 10 ou 20 ans, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'Internet permet tout simplement de rendre accessible à tous les publics, ce que il y a 20 ou 30 ans, on avait par l'intermédiaire de certains types de presse, pour ceux qui peut-être se souviennent de Minute, qui était un journal de presse papier qui était spécialisé dans les faits divers, mais voilà, encore une fois de plus, c'était des outils de communication qui étaient extrêmement minoritaires, on va dire, sur le marché de la presse, et étaient lus par très très peu de gens finalement. Je dirais même que certains diront que Minute était une presse populaire, puisque c'était très souvent des gens des classes moyennes et classes ouvrières qui achetaient ce genre de magazine. Et maintenant, le deuxième phénomène qui me paraît important, et non des moindres d'ailleurs, c'est que malheureusement, les actes s'accompagnent aujourd'hui de ce qu'on appelle la sauvagerie. Oui, ce fameux ensauvagement qui aujourd'hui fait encore lui aussi un petit peu polémique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous sommes confrontés non plus à des individus qui, dans des réseaux criminels, correspondent plus ou moins quand même à un certain nombre de codes, à un certain nombre de règles, etc. Eh bien aujourd'hui on a affaire à des individus qui n'ont absolument ni foi, ni loi, et dont, de ce fait, se comportent avec une certaine sauvagerie, c'est-à-dire que vont bien au-delà des limites de ce que généralement on pouvait concevoir dans des actes de délinquance il y a encore peut-être une vingtaine ou une trentaine d'années. Aujourd'hui, s'il y a une vingtaine, trentaine d'années, des personnes pouvaient éventuellement voler ou agresser des gens, mais en faisant attention de ne pas quand même dépasser les limites, de ne pas aller dans les zones rouges, eh bien aujourd'hui, nous sommes confrontés à des individus qui n'ont même pas les notions, qui n'ont même pas la conscience de ces zones rouges et commettent l'irréparable. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons des actes en effet beaucoup plus sauvages, beaucoup plus brutaux, beaucoup plus barbares, qui s'accompagnent souvent avec, très souvent d'ailleurs, avec des individus qui, lorsqu'ils sont interpellés, lorsqu'ils sont arrêtés, eh bien, très souvent, les études psychiatriques, on va dire, déterminent que ces individus sont conscients, ces individus sont responsables, mais ont un manque total de réalité, ont un manque total de réalisme. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vivent dans un autre monde, finalement, qui est le leur. Si bien que ce monde dans lequel ils ont grandi, ce monde dans lequel, malheureusement, des responsabilités parentales, des responsabilités familiales ou des mauvaises fréquentations font que ces individus sont en total décalage avec les réalités de la société et surtout avec une notion essentielle qui est la responsabilité, c'est-à-dire être responsable de ses actes. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose qui est totalement abstrait pour eux, c'est-à-dire que même quand ils commettent des erreurs, eh bien ces erreurs, ils ne les admettent pas, ils ne les reconnaissent pas, parce qu'ils vont toujours être dans cet état d'esprit de se dire que ces erreurs, ils les ont commises à cause d'un tiers, à cause d'un phénomène extérieur. C'est toujours la faute des autres, voilà, c'est jamais sa propre faute. Alors ça, c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans certains comportements de certaines personnes qui font preuve d'une certaine mauvaise foi, à ne pas admettre que s'ils ont commis une erreur, c'est par leur propre chef et non pas à cause d'autres paramètres, à cause de la malchance ou quoi que ce soit. Eh bien, ces individus-là, malheureusement, se comportent un peu et fonctionnent dans ce modèle-là. Et là, se pose véritablement le problème aujourd'hui dans la société française, c'est que malheureusement, elle est complètement désarmée face à ce genre d'individus. Si la République s'est instituée avec une constitution, avec des droits de l'homme, avec des lois, avec la présomption d'innocence, avec tout un processus judiciaire, tant qu'une personne n'est pas reconnue coupable, elle est présumée innocente, eh bien tous ces principes-là, ces principes étaient
fonctionner dans une société où, à partir du moment où les individus sont éduqués, ou apprennent par l'intermédiaire de l'apprentissage, par l'intermédiaire de l'éducation, qu'elle soit parentale ou dans le cadre scolaire, eh bien, à porter acquisition, je dirais, de certaines notions, de certaines valeurs dans la société. Après, c'était les personnalités, c'était les conditions sociales, c'était certaines circonstances qui faisaient que des personnes tombaient plus dans la délinquance, dans le vol, etc. Mais aujourd'hui, on est confronté à des individus qui n'ont plus déjà ces bases. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a défaut d'éducation, qu'il y a défaut de responsabilisation, voire même les conséquences, je dirais, les dommages collatéraux de ce que l'on a intégré dans la société française, c'est-à-dire la déresponsabilisation et l'infantilisation, c'est-à-dire ce processus qui, depuis une quarantaine d'années, a amené une sorte de politique libérale, morale, sociétale, soi-disant pour libérer les esprits, pour permettre de se libérer de certains carquois de ce que l'on appelle la vieille France, pour ainsi dire. Sauf que le problème, c'est que, encore une fois, si la majorité, en effet, en a tiré le bénéfice, malheureusement, il y aura toujours une minorité d'individus qui, eux aussi, vont tirer le bénéfice, mais à l'effet inverse, à l'effet néfaste de ce genre de phénomène. Et malheureusement, aujourd'hui, on récolte deuxième, troisième, quatrième génération de ces individus qui, déjà, sont nés de parents ou sont nés dans des circonstances, parfois avec des conditions familiales très difficiles, soit avec des familles nombreuses, soit avec des relations compliquées, soit parfois des enfants qui malheureusement n'ont eu pas de suivi ou n'ont très mal vécu certaines situations conflictuelles entre les parents, des divorces aussi, malheureusement ça arrive, ce qui génère parfois des comportements de déperdition, on va dire, par rapport à certains codes dans la société, la rébellion aussi, la rébellion liée à l'adolescence, peuvent pousser parfois des individus à commettre des actes qui à un moment donné vont les faire basculer, si je puis m'exprimer ainsi, vers le côté obscur de la force. Et donc malheureusement, suivant les contextes sociaux, suivant les contextes familiaux, les répercussions, elles sont variables et parfois vont à des niveaux qui aujourd'hui nous amènent à avoir des individus qui sont complètement ensauvagés, si on peut le dire ainsi, qui se comportent de façon barbare. D'ailleurs, même si on les observe, souvent dans les phénomènes de groupe, on se rend compte que la sociabilisation entre eux est déjà difficile et déjà presque problématique, puisqu'ils ne trouvent absolument aucune gêne à être violent, à être insultant, à être méprisant, à user d'outils de discrimination, d'utiliser des outils pour ridiculiser leurs camarades entre eux parfois. Donc à partir du moment où ils fonctionnent dans ce genre de code, vis-à-vis de la société, comment voulez-vous qu'ils réagissent? Et de ce fait, à différents niveaux, c'est des individus qui, forcément, vont avoir à un moment donné cette confrontation avec la réalité, cette confrontation avec leur manque de sociabilité. Et de ce fait, c'est très difficile aujourd'hui, surtout si, en grandissant, en prenant de l'âge, etc., même si certains d'entre eux, au bout d'un moment, commencent à être éveillés de la conscience de leur situation et font des efforts pour s'en sortir, malheureusement, c'est pas le cas de tous. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des individus qui sont aussi bien encore des adolescents que des personnes qui ont déjà entre une vingtaine, 25, 30 ans. Et le résultat aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui nous sommes confrontés à une faune sur laquelle, je dis bien une faune, alors quand je dis faune, c'est sans spécificité ethnique ou religieuse, je parle de façon globale, confrontés à des individus qui aujourd'hui sont en train d'étaler leur comportement
pas seulement dans les lieux où ils vivaient, hein, dans ce qu'on pourrait appeler ou qualifier les quartiers, dans un certain sens, mais aujourd'hui commence à s'étendre eh bien, dans des endroits qui jusqu'à présent étaient des endroits plus ou moins paisibles, voire même des centres-villes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette faune eh bien, commence à prendre du territoire et commence à imposer leur code, leur façon de voir les choses, jusqu'à agresser gratuitement, agresser pour n'importe quelle raison, tout individu, et même tout individu de tout sexe et de tout âge, hein, puisque on a quand même eu des agressions sur des personnes âgées. Je crois que l'un des endroits d'ailleurs les plus tout à fait symboliques de ce type de problème, c'est les transports en commun. Si vous prenez les transports en commun qui circulent sur des lignes qui vont justement dans ces quartiers, eh bien vous allez vous rendre compte, à l'intérieur de ce bus, eh bien de comportements qui sont à l'image de ce problème qu'aujourd'hui a la société française. Et comme je le disais donc tout à l'heure, aujourd'hui la société française, que ce soit sur le plan de la loi, que ce soit sur le plan de la justice, mais aussi sur le plan des idéologies politiques, et là on en revient évidemment au problème ethnique, c'est-à-dire l'origine ethnique, l'origine, même si ce sont des Français, pour certains d'entre eux, qui sont nés en France, même parfois de 2 ou 3 générations, on a cultivé, ou ils ont cultivé leur rapprochement par rapport à leurs origines familiales. Certains diront parce qu'ils ne se sentent pas français, simplement parce que la responsabilité serait tout simplement de la France de ne pas les avoir intégrés dans notre société. Le problème, c'est qu'on avait ce système-là jusque dans les milieux des années 70, le système de l'assimilation. Sauf que ce système d'assimilation, eh bien, on l'a remplacé par un procédé d'intégration à l'anglo-saxonne. Sauf que voilà, le résultat, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, vous avez des individus qui, de plusieurs générations, parfois même avec des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents qui sont venus en France, mais qui, grâce à ce procédé, grâce à cette nouvelle génération intronisée par les socialistes dans les années 80, qui permettait à chacun de pouvoir venir en France, mais tout en ayant le respect, tout en ayant le droit de pouvoir amener aussi leur culture, leur tradition, etc., pour construire finalement une société anglo-saxonne, puisque les sociétés anglo-saxonnes sont construites en matière d'immigration sur ce principe, ce qui fait d'ailleurs que quand vous allez en Angleterre, eh bien, dans les années 70-80, très très rapidement, on a pu se rendre compte que vous aviez des quartiers entiers, voire des populations plus particulièrement issues des pays du Commonwealth, et plus particulièrement indiens et pakistanais, voire même chinois, puisqu'il y avait pas mal de Chinois aussi en Angleterre, avec Hong Kong, qui était anglaise, qui était britannique. Eh bien, on se rendait compte que ces populations ne se mélangeaient pas. Elles se mélangeaient comme ici, on peut le voir aux États-Unis, pour des raisons sociales, pour des raisons professionnelles, mais très souvent, dans le milieu privé, dans le milieu social courant, eh bien, on se rend compte que ces personnes restent entre elles, c'est-à-dire vivent dans un cocon communautaire, ce qu'on avait en France, mais avec un principe que vous pouviez vivre en communauté de par vos origines, de par vos religions, vos croyances, vos traditions, etc. Mais sur l'espace public, eh bien dans l'espace public, dans la société, vous devez respecter les codes, les règles, les lois, au même titre que n'importe quel citoyen français. C'est-à-dire vous devez vous assimiler à la société française. Sauf qu'on est passé d'un modèle d'assimilation, c'est-à-dire vous approprier la culture française tout en on ne demande pas de renier vos origines, mais d'assimiler un modèle français, une société avec des règles de fonctionnement dans la société française. Sauf que ça, c'est un modèle qu'on a complètement oblitéré, on va dire, au profit de l'intégration, c'est-à-dire finalement la création d'un système communautariste en France, et qui dit système communautariste dit que différentes civilisations, différentes cultures, différentes origines sont arrivées en France, et parfois des origines qui sont intrinsèquement dans leur pays des frères ennemis, comme on pourrait le dire. C'est, par exemple, je vais vous donner un exemple très flagrant qui est d'actualité, c'est que ce communautarisme aujourd'hui va nous poser un problème vis-à-vis des Turcs. Si nous nous mettons du côté avec ce petit conflit, ce petit coup de bras de fer là, qui est actuellement avec la Grèce,
Si nous nous mettons un petit peu en porte-à-faux contre Erdogan et contre la Turquie, on a quand même presque 1 million de Turcs en France. Je crois qu'ils sont à peu près 850 ou 900 000 Turcs en France. Turcs immigrés comme aussi français. Mais des fois avec la double nationalité. C'est le même problème qu'on a avec les conflits arabo-musulmans. C'est qu'il y a un moment donné où on se retrouve dans cette situation où vous avez une prise de position nationale par le biais d'un gouvernement qui s'aligne derrière un pays, mais au détriment d'un autre qui a attaqué le pays qu'on soutient, sauf qu'on a quand même un certain nombre, pas négligemment, un certain nombre de ressortissants de ce pays au sein même de la société française. Et comme nous avons laissé faire, c'est-à-dire importer ces conflits séculaires qu'il y a parfois entre des civilisations, entre des entités ethniques, nationales, voire même tribales, et bien aujourd'hui on se retrouve en France avec une poudrière. Et cette poudrière aujourd'hui, évidemment, les politiciens, les personnes aux affaires sont obligés de prendre en considération cette situation pour éviter de prendre une position trop radicale, parce qu'ils savent que pertinemment, au bout d'un moment, on risque de se retrouver avec des mini-guerres civiles au sein de la société française. Et bien ça, malheureusement, aujourd'hui, avec le problème de l'immigration massive qu'on a eue, qui aujourd'hui se justifie aux yeux de certains pour être une chance pour l'Europe, une chance économique. Oui, une chance économique, c'est-à-dire vous augmentez les populations dans les pays, comme ça vous pouvez mieux diluer les dettes. Mais sauf que ces populations, si elles ne trouvent pas de travail, si elles ne sont pas intégrées à la société, si elles ne payent pas d'impôts, pire, si elles travaillent au noir, et donc ça veut dire qu'elles ne payent pas d'impôts, et donc ne contribuent pas à l'effort social de la nation, surtout en ce qui concerne la France avec son système social, et bien il y a un moment donné, on va droit à la banqueroute à la fois économique, mais aussi sociétale. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où il va y avoir un renfermement communautaire, ce qui est déjà le cas. Je veux dire, en France, aujourd'hui, il y a un renfermement communautaire qui est en train de se pratiquer. Et il y a un moment donné où ça va clasher. Et alors, si en plus vous intégrez aujourd'hui les problèmes d'insécurité qui touchent très souvent, on va le dire, soyons honnêtes, des individus qui sont issus de l'immigration, qui sont français ou étrangers, et ben là vous êtes dans une situation explosive, une situation qui ne peut mener qu'à un moment donné à une guerre civile. Guerre civilisationnelle ou guerre civile. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où, alors attention, je vais faire un cliché, mais le français de souche, blanc, ou même d'origine très lointaine, etc., il y a un moment donné où ça va clasher dans le sens où on ne va pas continuer à se laisser faire. C'est-à-dire qu'il va y avoir un moment où des individus vont commencer à s'armer, vont commencer à faire des missions punitives, vont commencer à monter des milices secrètes, vont commencer à tout simplement envoyer un message très clair à certaines communautés en disant maintenant ceux qui en font partie mais qui foutent le bordel dans la société, c'est votre responsabilité de les maintenir en laisse ou sinon on va s'en occuper. Ça en prend le chemin. Bon, ceci dit, je vous dirais très sincèrement, personnellement, je pense que les politiciens, depuis maintenant 20 ans ou 30 ans, le savent très bien, et je dirais même qu'ils ont fait tout pour le motiver, pour motiver cette situation, parce que, comme je vous l'ai dit, si vous réussissez à mettre en place une situation insurrectionnelle au sein d'une société, après, ça vous donne la légitimité, tout simplement, de prendre des lois liberticides dans l'intérêt de la nation pour sécuriser l'État, pour sécuriser le pays dans ses institutions, pour éviter, comme d'ailleurs Alain Soral s'est fait arrêter sur l'argument de, comment on dit déjà, atteinte à la sûreté de l'État. Voilà, donc si des violences, si des crimes sont commis de plus en plus d'un côté comme de l'autre, etc., il y a un moment donné où les politiciens vont aller chercher le consentement du peuple pour mettre
mettre en place eh bien, une situation, une loi, comme on a eu le cas d'ailleurs avec le terrorisme, hein, c'est-à-dire un état d'urgence sécuritaire, où dans ce cas-là, les politiciens, le gouvernement, les représentants du peuple, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, eh bien, s'accorderont pour mettre en place des lois liberticides, des lois de loi martiale, des lois qui interdiront la libre circulation des biens ou des personnes dans l'intérêt de lutter contre la criminalité. Je rappelle que déjà sur le plan financier, aujourd'hui, vous avez des banques qui sont de moins en moins, on va dire, dociles à vous donner satisfaction de pouvoir faire ce que vous voulez avec votre argent. C'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, quand vous déposez de l'argent, quand vous voulez retirer de l'argent sur des grosses sommes, eh bien c'est limite si vous n'êtes pas un criminel et que la banque veut absolument savoir pourquoi. Pourquoi vous le faites ? Pour qui, pour quelle opération, etc. Et évidemment, à l'occasion, s'arranger pour vous refiler un de leurs produits pour éviter justement que vous fassiez ce que vous voulez avec votre argent. Et qu'est-ce qui a motivé ces nouvelles règles ? Eh bien, tout simplement, c'est ce que les Américains nous ont plus ou moins imposé à l'échelle européenne, c'est-à-dire d'avoir un contrôle absolu, c'est d'avoir une traçabilité, on va dire, de tous les flux financiers, même de ceux des particuliers. C'est-à-dire que si un jour vous gagnez 500 ou 1000 ou 1500 euros à une loterie nationale, si vous arrivez à votre banque et vous déposez cet argent, alors, peut-être que j'exagère, mais on est un peu dans ce processus, la banque à un moment donné va vouloir savoir, mais d'où vient cet argent ? C'est de l'argent liquide, mais oui, mais d'où vient cet argent ? Où est-ce que vous l'avez obtenu ? Comment vous l'avez obtenu, etc. Malheureusement, elles ont cette obligation de savoir où vient cet argent. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, il y a une volonté de vouloir à terme supprimer l'argent liquide, parce que en supprimant l'argent liquide, d'un côté ça permettra de limiter et peut-être de gêner encore plus tous les réseaux criminels de pouvoir faire de la négociation sur les marchés parallèles, le black, etc. Si vous retirez les monnaies, ça va être beaucoup plus difficile pour eux de faire leur business. Bon, sauf que c'est stupide parce que de toute façon, si vous supprimez l'euro, si vous supprimez l'argent liquide, par exemple, qu'est-ce que vous croyez il va se passer ? Ils vont se rabattre sur d'autres monnaies, ils vont se rabattre sur un dollar, ou ils vont se rabattre sur la livre sterling, des trucs comme ça. Vous ne pouvez pas supprimer toutes les monnaies du monde, donc même les criminels trouveront toujours le moyen de se rabattre sur d'autres devises. Donc cet argument ne tient pas debout. Par contre, si on vous dit que finalement, peut-être que supprimer l'argent liquide, c'est aussi un moyen de faciliter la traçabilité de toutes vos transactions, c'est-à-dire de savoir finalement tout ce que vous faites avec votre argent, où vous le recevez, où est-ce que vous le dépensez, comment, etc., grâce aux procédés électroniques, ce que pour l'instant ils ne peuvent pas faire, puisque quand vous allez dans un distributeur et vous retirez 100 euros, par exemple, les 100 euros, ils ne savent pas ce que vous allez en faire. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de distributeurs sont en train de disparaître, c'est-à-dire de limiter finalement l'accès aux espèces, ce qui aux États-Unis, c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est assez difficile de trouver des distributeurs. Il y en a beaucoup d'ailleurs dans les supermarchés, etc., mais des distributeurs tels que c'est assez difficile parfois d'en trouver dans certains endroits, mais ce n'est pas gênant parce que vous avez beaucoup de commerces qui vous offrent la possibilité d'un service de change. C'est-à-dire que par exemple, si vous allez chez un Leclerc, vous passez à la caisse, et à la caisse, à la fin de votre transaction, grâce à l'écran tactile ou tout comme ça, il vous demande est-ce que vous voulez du change ? Est-ce que vous voulez 10, 20, 30, 50 ou 60 dollars en espèces ? Ça, aux États-Unis, c'est une pratique très courante, ce qui n'est pas le cas en France. En France, il y a certains qui commencent à développer un peu l'idée de pouvoir le faire pour justement permettre de supprimer les distributeurs, mais dans cette optique, à terme, de supprimer l'argent liquide. Donc, petit aparté sur la négociation, les moyens de transaction dans les milieux criminels. Le fait est, c'est qu'aujourd'hui,
on constate que tous les jours aujourd'hui, on a des retours de personnes qui se font agresser, qui se font poignarder, même dans des services publics. Aujourd'hui, ce n'est plus seulement que la police ou les pompiers qui sont visés, c'est n'importe qui, c'est-à-dire de plus en plus des individus qui, parce qu'ils ont un regard, ou parce qu'ils sont trop blancs, ou parce que peut-être qu'ils portent des tenues un peu trop classe pour eux, etc. C'est une chasse, finalement. C'est de la prédation qui est en train de se développer aujourd'hui en France, et force est de constater que c'est de plus en plus maintenant dans les centres-villes, ou proches des centres-villes, des grandes villes, évidemment. Tout d'un coup, on a des articles qui commencent à naître un petit peu partout sur des grandes villes, puisque vous avez eu des villes comme Toulouse, Bordeaux, Nantes, Bourges, d'autres petites villes moyennes aussi qui sont de plus en plus concernées. Le problème, c'est que s'il n'y a pas de réaction, s'il n'y a pas je dirais, de réponse adaptée à ce phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur, eh bien malheureusement, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer ce qui s'est passé aux États-Unis dans les années 70. Des centres-villes se sont désertifiés parce que devenant pas sûr, devenant en proie de l'insécurité. Ce qui a poussé d'ailleurs un grand nombre de villes aux États-Unis, surtout New York, d'appliquer ce qu'on appelle la fameuse théorie du carreau cassé. C'est-à-dire que lorsque un carreau est cassé, on le remplace tout de suite. S'il est recassé, on le remplace tout de suite. Et au bout d'un moment, le criminel, il est fatigué parce que son travail sera toujours qu'éphémère finalement. C'est une théorie qui applique en fait qu'il faut pas céder aux actes criminels, il faut faire de la répression. Or en France, malheureusement, la répression, eh bien on se rend compte que la répression, si on en a les outils en matière législative, eh bien malheureusement on n'en a pas les outils matériels. C'est-à-dire que très clairement, aujourd'hui, si un certain nombre de criminels récidivistes, multirécidivistes, eh bien ressortent parfois libres de certains tribunaux, c'est parce que malheureusement les prisons sont pleines, parce que les procédures administratives sont de plus en plus nombreuses et parfois sujets à des écueils. Donc fatalement, aujourd'hui, peut-être qu'aujourd'hui les Français commencent à se rendre compte que finalement le pays ne fonctionne plus. À partir du moment où la justice d'un pays ne fonctionne plus, qu'elle fonctionne au cas par cas et qu'elle fonctionne parfois de façon très dissociée d'un endroit à un autre. Je vous rappelle cette aventure qui est arrivée où on s'est rendu compte qu'un délinquant pour une même faute subissait, je crois que c'était, je ne sais plus dans quel tribunal d'une petite ville, je crois que c'était Poitiers, Poitiers ou enfin peu importe, c'est une petite ville, et un délinquant s'était pris, je crois, 6 mois avec sursis ou quelque chose comme ça, ou 6 mois avec 2 mois ferme, un truc de ce genre-là, et pour une même faute dans le tribunal de Bobigny, eh bien le multirécidiviste s'était rendu compte que, eh bien, malheureusement, pour la société, il était relâché avec seulement une condamnation, avec du sursis, plus une amende, qu'en général, ils ne payent pas parce qu'ils sont insolvables. Donc voilà, c'est qu'il y a un moment donné où la raison du contexte urbain, régional, local, par rapport à des populations, etc. Si on prend ça en considération pour faire des jugements pour des mêmes fautes de façon différente, en effet, qu'on soit bien d'accord, les juges sont libres normalement de donner les punitions qu'ils se doivent de donner à des gens qui ont commis des délits. Mais il arrive un moment où malheureusement on se rend compte qu'il y a bien un problème. Il y a bien un problème juridique, il y a bien un problème de structure, il y a bien peut-être aussi un problème
politique, hein, puisque, comme de toute façon, soyons clairs, la majorité des individus sont souvent issus des mêmes communautés, des communautés dont certains politiciens comptent dessus pour mettre un bulletin dans l'urne. Hein, puisque là, aujourd'hui, on commence à se rendre compte qu'il y a un certain nombre de politiciens qui vont caresser dans le sens du poil des associations, des organisations musulmanes dans le cadre de construction ou d'implantation de mosquées. D'ailleurs, une petite anecdote, il faut savoir que, alors je ne sais plus, c'est le comité de la laïcité ou un truc comme ça qui s'est fait brocarder parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait une association qui, alors je crois que c'était l'Islam des Lumières ou Terre des Lumières, enfin il y avait une association qui était soutenue par cet organisme c'est pas commission des libertés de la laïcité, ou c'est ça un autre nom. Et en réalité, il s'est avéré que cette association, eh bien, en fait, était en lien très étroit avec la promotion d'idéologies salafistes, c'est-à-dire tout simplement soutenue et presque financée indirectement par les frères musulmans. Et si bien qu'en réalité, eh bien, cet organisme qui était censé vérifier que les soutiens, associations, ouverture, financement pour la construction de mosquées, etc., ne contribuent pas à promouvoir l'islam radical, l'islam salafiste, eh bien malheureusement on s'est rendu compte que cette association s'était complètement fait avoir, puisque même un certain nombre de conférences et d'événementiels qui avaient été organisés par cette association, ils ont tout fait disparaître d'internet parce qu'ils avaient invité des gens qui n'étaient pas très recommandables, etc. Donc je crois que c'est un journaliste, je ne sais plus quel journaliste qui a dénoncé ça, et finalement cet organisme d'État, hein, je crois que c'est un organisme d'État pour préserver la laïcité, on va dire, dans le cadre de la pratique religieuse en France et plus particulièrement vis-à-vis de l'islam, finalement s'était fait complètement rouler dans la farine par cette organisation. Donc, vous voyez, il y a aussi ces problèmes-là qui font que il y a l'intérêt politique et idéologique qui, de temps en temps, eh bien, ferme les yeux sur des phénomènes sur lesquels on aurait dû interagir, sur lesquels on aurait dû intervenir, mais malheureusement, au fil des décennies, ces phénomènes se sont développés au détriment de la société française, purement et simplement. Sauf qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui va le payer? Eh bien, ce qu'ils vont le payer, ce sont les municipalités, parce que finalement, au bout d'un moment, de moins en moins de gens iront dans les centres-villes, parce que les centres-villes seront sujets de l'insécurité, on va dire. Le problème, c'est que ça peut aussi mener, et c'est d'ailleurs le même problème qui se pose aujourd'hui aux États-Unis avec les BLM qui sont en train de foutre le bordel et l'anarchie dans un certain nombre de villes, et surtout un certain nombre de villes dans la côte ouest, eh bien, à un moment donné, où les gens ont pu vouloir habiter dans ces centres-villes. Et donc d'évaluation de l'immobilier. Hein, fatalement. Donc, vous voyez, stratégiquement, ceux qui ne font pas le nécessaire pour à un moment donné tirer la sonnette d'alarme et appliquer une politique de tolérance zéro, ils finiront par le payer. Et déjà, ils le paieront dans les urnes. Je pense que malheureusement en France on n'a pas encore bien compris cet aspect-là, mais si dans quelques années aux prochaines municipales, quand vous aurez des villes qui auront complètement été transformées, sont devenues de véritables cloaques, où il sera d'ailleurs invivable, c'est-à-dire que même les événementiels, moi je vous donne mon exemple personnel à Rouen, moi quand j'étais adolescent à Rouen, on pouvait se balader le soir très tard, on pouvait aller à des événementiels, à des concerts sans problème, il y avait des petites échauffourées de temps en temps, mais je veux dire ça restait très, très minoritaire.
Aujourd'hui, on ne peut plus. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus aller dans des événementiels parce que vous savez pertinemment que ça va attirer toutes les faunes de ce qu'on appelle les plateaux. Il y a même des fois des événementiels qui se faisaient à Rouen, où vous aviez même les bandes de Mantes-la-Jolie qui déboulaient à Rouen parce qu'ils voulaient se fricoter avec les groupes de la Grand-Mare, des Sapins, de Darnétal, de Barentin, pas Barentin, mais de Canteleu, etc. Donc, au bout d'un moment, vous vous arrêtez, vous ne sortez plus. Donc, et puis, je dirais même, à un moment donné, vous quittez ces villes. Surtout en plus que les villes polluées, avec des trafics pas possibles, etc. C'est ce qui se passe actuellement à New York, par exemple, à cause du Covid-19. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez certains secteurs de Manhattan où les propriétaires sont en train de faire des ristournes sur les loyers parce que ils ne trouvent plus personne. C'est-à-dire que les gens qui peuvent travailler, faire du télétravail, etc., préfèrent partir dans des endroits plus simples, cool, avec une meilleure qualité de vie, etc., que de rester dans Manhattan. Surtout avec des prix, avec un taux de niveau de vie qui n'est pas du tout supportable pour des gens qui ne sont pas forcément issus de la bourgeoisie ou qui se font des 8 000 ou 9 000 $ par mois net. Donc il y a un moment donné où c'est mieux d'aller vivre ailleurs que de rester dans des endroits où ça commence à pourrir. Donc voilà, c'est tout ça pour vous dire que si aujourd'hui, en effet, de plus en plus, on commence à voir sur Internet émerger des faits divers et que même aujourd'hui des médias comme BFM, comme CNews, finissent par en parler, c'est qu'il y a quelque chose. C'est que ce quelque chose, est une évolution de ce qu'on aurait dû à un moment donné interagir sur des éléments sur lesquels on n'a rien fait, sur du laisser-faire finalement, et aujourd'hui, on récolte ce que l'on sème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une situation où des faits divers qui sont de plus en plus brutaux, qui sont de plus en plus violents, de plus en plus barbares, qui sont de plus en plus, je dirais, formantés par un esprit de sauvagerie, malheureusement, ça peut jouer aussi l'intérêt de certaines idéologies et les propulser sur le devant de la scène en disant ce que je viens de vous dire là, c'est oui, mais regardez, ça fait depuis des années qu'on le dit qu'il fallait le faire. Alors, en dehors, évidemment, de l'argument de l'émigration, ce qui est un autre problème, parce que l'émigration, c'est aussi un paramètre qui rentre en ligne de compte, mais qui n'est pas l'essence même du problème. Ce qui est le sens du problème, c'est tout simplement le laisser-faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on a commencé à voir des personnes issues de milieux bien définis, sociologiquement établis, là où on aurait dû agir, on n'a rien fait. C'est-à-dire qu'on a laissé couler. On a laissé couler de génération en génération, et aujourd'hui on se retrouve avec des individus qui sont totalement incontrôlables. J'irais même à l'excès, je dirais même très excessivement, excusez-moi si j'aimais cette idée, c'est qu'à la limite, mieux vaut les descendre. Une balle dans la tête et c'est terminé. Ça fera faire des économies aux contribuables, des économies de justice, des économies d'enquête, des économies de temps. Mais voilà, c'est évidemment une idée très excessive, qui est très expéditive, on va dire. Donc évidemment, dans un esprit quand même beaucoup plus constitutionnel, etc., c'est hors de question. Mais c'est ce qui peut arriver, c'est ce qui risque d'arriver si à un moment donné l'autorité ne reprend pas les rênes de la situation et ne prend pas les décisions qu'il faut prendre pour lutter contre cette délinquance, contre cette criminalité qui est en train d'aujourd'hui d'envahir un certain nombre d'endroits en France où la criminalité existait, mais elle était encore assez marginale, et aujourd'hui elle n'est plus marginale, aujourd'hui elle est quotidienne. Elle est quotidienne aux quatre coins de la France. Et je dirais même que, même aujourd'hui, que ce soit les gendarmes, que ce soit la police, que ce soit les pompiers, aujourd'hui, parfois, sont débordés. Ils sont débordés de la situation parce que eux aussi ont
sont soumis à des contraintes qu'on leur impose. C'est attention, touchez pas trop à certains individus, parce que politiquement, vous comprenez, c'est délicat, il faut pas trop, etc. Il y a un moment donné, il faut arrêter. C'est ce qui est en train d'ailleurs, et je terminerai là-dessus, de se passer d'ailleurs avec les BLM aujourd'hui, c'est que les BLM ont tellement été sacralisés par les progressistes de gauche, qu'aujourd'hui, des gens se proclamant BLM dans les manifestations se permettent de faire tout et n'importe quoi. On a récemment le cas de ce jeune homme qui a été carrément lynché par des BLM, que les BLM ont accusé d'être raciste, etc., alors qu'en réalité, le bonhomme voulait juste protéger une personne qui était en train de subir un vol. Et il s'est avéré que le personnage qui lui a donné un coup dans la tête, qui est responsable de l'avoir laissé sur le bitume, eh bien, il a été identifié, et il se trouve que c'est un criminel notoire dans les BLM. Il y a un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. De toute façon, on y reviendra sur les BLM, parce que je peux vous dire que les BLM, aujourd'hui, j'ai plutôt intérêt à leur dire redescendez tout de suite, parce que mon avis, le jour où, après les élections, je pense qu'à mon avis, il va y avoir une sacrée descente dans les BLM. Je pense qu'il va y avoir des responsabilités qui vont être réclamées, quitte même, je pense que peut-être, si Joe Biden est élu président, je pense que l'administration fera en sorte de demander aux philanthropes d'arrêter de financer ce BLM, et le BLM, le BLM disparaîtra pas, mais ça deviendra une association, comme il en existe beaucoup aux États-Unis, qui feront voilà, du militantisme classique, etc. Mais idéologiquement, on leur dira maintenant c'est terminé vos conneries, toutes les manifestations, etc., le moindre dérapage, on vous allume. Voilà, ça va être ça que les BLM. Pour l'instant, ils les laissent faire leurs conneries, etc. Mais vous verrez qu'après les élections, les BLM, ils vont disparaître, on n'en entendra plus parler, parce que là, il y a toujours le risque que les actions qui sont commises par des gens qui se prétendent BLM risquent de donner des points à Donald Trump. Même si là, Joe Biden a gagné des points avec Kamala Harris, même si Joe Biden, dans les sondages, pour l'instant, est encore en tête, il n'est en tête devant Donald Trump que de 4 points. 4 points, c'est rien. C'est-à-dire que ça peut basculer en une semaine et tout faire rebalancer. D'ailleurs, actuellement, il y a la convention qui a lieu à Milwaukee, mais qui, en fait, est une convention un peu virtuelle. Ça fait, là, on est le mercredi, ça fait 3 jours que c'est ouvert, depuis lundi. Alors il y a énormément de médias, il y a beaucoup de médias je crois qu'on a même un record de médias, c'est-à-dire que même par ceux qui ont des Alexa, peuvent demander à Alexa de retransmettre le direct de ce qui se passe à la convention, etc. Donc il y a une grosse couverture médiatique, et bien malgré ça, il semblerait que depuis lundi, ils n'arrivent pas à faire des audiences. À outil de comparaison, apparemment, lundi, en règle générale, le premier jour d'ouverture de la convention, c'est là où il y a plus de gens qui regardent la convention. Or, ils ont à peu près 5 millions, un petit peu plus de 5 millions de personnes qui ont suivi la convention. À outil de comparaison, en 2016, la convention, le premier jour de convention, c'était de 11 millions, c'est-à-dire 2 fois plus. Donc, et là, apparemment, il y a un sondage qui semble donner que Biden a perdu 10 points par rapport à Donald Trump, et que c'est CNN, je crois, qui a donné l'information en disant qu'aujourd'hui, ils sont obligés d'admettre que certains événements liés au BLM sont en train de porter vraiment préjudice à Joe Biden. Et en plus de ça, il y a eu un discours qui a été fait par Michelle Obama, et Michelle Obama a suivi la stratégie qui consiste tout simplement à mettre tout sur le dos de Donald Trump. On a même Sharon Stone aussi qui a fait une vidéo qui est devenue un petit peu virale, je crois que vous avez peut-être entendu parler, etc. Bon, sauf que le problème, c'est que Sharon Stone, c'est quand même une star sur le déclin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas une actrice qui brille dans le cinéma aujourd'hui. Au contraire, elle travaille énormément maintenant sur des films de seconde zone, et encore énormément, c'est un pléonasme. Mais voilà, ce sont ces célébrités qui
ne sont quasiment plus vues dans les films, d'ailleurs on se demande si elles existent toujours, qui tout d'un coup réapparaissent dans l'opinion pour donner leur avis. Elle expliquait que dans le Montana, il y avait beaucoup de problèmes au niveau administratif, etc., sur la gestion Covid, sauf que, mettant en cause le gouverneur, elle a quand même trouvé le moyen de mettre ça aussi sur le dos de Trump. Donc Trump, voilà, c'est le mal absolu aux États-Unis, c'est celui sur qui il faut tout mettre. Hein, si vous faites du bricolage, vous tapez sur un marteau et puis vous tapez sur le pouce, c'est la faute de Trump, parce que le marteau a dû... Voilà, on en est là. Et Michelle Obama, eh bien, s'est servi d'un argument contre Donald Trump en disant que de toute façon quand on est un président qui sépare les enfants de ses parents quand ce sont des émigrés illégaux qui viennent du Mexique, sauf qu'elle aurait dû mieux se taire parce que c'est une loi, c'est un protocole qui a été signé par son mari, M. Barack Obama. Donc l'administration Trump ne fait qu'appliquer des processus, des procédures qui ont été signées par M. Obama. Hein. Non mais on lui met quand même tout sur le dos, sur le fait que oui, mais il aurait dû l'abroger, etc. Il n'a pas abrogé. Il ne fait qu'appliquer, mettre en application des lois qui ont été signées par son prédécesseur. Donc si le prédécesseur les a signées, c'est que c'est bien le prédécesseur qui les a mis en place. On soit bien d'accord. Maintenant, si on met sur le dos de Trump des lois ou des protocoles ou des principes ou des événements qui sont les conséquences de ce qui a été décidé par l'administration Obama, vous voyez jusqu'à quel point aujourd'hui on en est. Enfin, aux États-Unis, quand même, elle s'est fait bien allumer par certains médias, parce qu'il y a certains médias aujourd'hui qui sont pas des médias pro-Trump, mais qui essaient quand même de tirer la sonnette d'alarme auprès des démocrates en disant « Putain, mais faites attention à ce que vous dites, quoi. Soyez un peu plus subtil, mettez un petit peu du centrage dans votre stratégie, parce que à force de toujours tout mettre sur le dos d'Obama, il y a un moment donné où ça devient une psychose. Il y a un moment donné où attention, vous risquez d'avoir une inversion de valeur qui risque de porter préjudice à la possibilité que Biden puisse éventuellement l'emporter. Hein, même si aujourd'hui Biden a gagné en effet des points grâce à la nomination de Kamala Harris, même si Kamala Harris, attention, c'est pas une sainte, hein, mais en matière d'image, en matière de communication, de stratégie, etc., c'est un bon point, c'est un bonus, mais ça ne veut pas dire que c'est acquis. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, Donald Trump est tout à fait capable d'être réélu. Hein, puisque comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, c'est très difficile aujourd'hui de juger l'opinion, puisque à cause des BLM, à cause des démocrates, il y a une telle pression, une telle tension, une telle parano aujourd'hui que beaucoup d'Américains n'osent même plus s'exprimer, ils n'osent même plus dire pour qui ils sont, quelles sont leurs idéologies, s'ils sont plutôt conservateurs ou progressistes, etc. Donc à partir du moment où tout d'un coup vous avez une chape de plomb qui est mise sur la société américaine, comment voulez-vous crédibiliser un sondage? Vous ne pouvez pas crédibiliser un sondage parce que si vous voulez, c'est un peu comme en France. Si vous diabolisez Marine Le Pen, eh bien, quand vous allez interroger des Français, il y a des Français qui vont peut-être voter Marine Le Pen, mais qui ne vous diront pas qu'ils vont voter Marine Le Pen, et qui diront je ne sais pas, peut-être que je ne voterai pas, ou trucs comme ça. Donc tous les sondages sont complètement faussés. Hein. Et c'est là qui est encore plus important, c'est que les sondages qui nous avait vendu Hillary Clinton, qui avait mis Hillary Clinton vainqueur, etc., finalement, tout ça est parti à la poubelle, parce que Donald Trump a finalement remporté la présidentielle. Et bien aujourd'hui, croyez-le, hein, aujourd'hui, les médias américains, certains médias américains n'ont toujours pas compris. Ils n'ont toujours pas appris la leçon. C'est bien la démonstration qu'aujourd'hui, sont à la tête de ce pays, et des médias, des gens qui prennent vraiment les Américains pour des cons. Hein. Donc voilà, c'était une petite aparté pour avoir un suivi un petit peu de ce qui se passe aux États-Unis par rapport à la campagne présidentielle. Et donc pour finir sur ce problème de la délinquance, de la criminalité et de l'ensauvagement en France, il n'y a pas 36 000 solutions. Tant qu'en France, on n'aura pas une autorité qui remettra de l'autorité vis-à-vis de ce genre de problème, eh bien, la situation va continuer à évoluer au détriment d'innocents, au détriment de gens et au détriment aussi de l'économie.
parce que économiquement, oui, si certains endroits ne sont pas, excusez-moi l'expression, mais aseptisés de ce genre de problème, hein, certains diront oui, mais oh, c'est des cas isolés, c'est pas des généralités, on peut se balader en ville tranquillement, etc. Oui, sauf que un jour, quand ça va vous tomber dessus, tout d'un coup, c'est là que vous allez comprendre qu'en effet, il y a bien un problème. Hein, quand on voit les images de ce qui s'est passé en Belgique sur les plages, ou quand on voit le centre aéré de, je ne sais plus, dans la région parisienne, je crois, il y a un moment donné, il faut se poser des bonnes questions, même au parc Astérix, hein, qui a eu des problèmes. Et encore une fois, il y en a certains qui disent, oui, mais oh, c'est une fois dans l'année, etc. Non, c'est pas une fois dans l'année, parce que pour un événement médiatisé, vous en avez 10 qui ne le sont pas. Vous voyez, c'est aussi ça, hein, le problème mathématique, hein, c'est que pour un événement qui se produit, ça se trouve derrière, vous en avez peut-être 5, 10, 20, mais sur lequel il ne s'est jamais rien passé de grave, il ne s'est rien passé d'important pour que des médias en fassent le relais, sauf que y a un moment donné où ça va exploser. Voilà. Moi, je vais m'occuper de la chienne, parce qu'elle commence à pleurer, vous l'avez entendu. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.